Cyriane Djipa. Que le Seigneur te bénisse, ma coach. Bienvenue. Merci, Je vois merci les pour cœurs, l'accueil. j'entends les battements de main. Merci beaucoup pour l'accueil. J'étais like, waouh, c'est de moi qu'on parle comme ça. Non, mais c'est de toi que je parle, coach Cyriane, parce que tu fais un travail merveilleux. Je vois ta page sur les réseaux sociaux, je vois le travail que tu proposes et je me dis, quoi de plus que la santé? Parce que nous pouvons avoir 100 problèmes dans la vie, mais le jour qu'on a des problèmes de santé, on n'a plus qu'un seul problème. Et un problème de santé qu'on doit résoudre obligatoirement. Donc, merci. De quelle ville est-ce que tu nous rejoins? Je suis à Berlin. À Berlin, Allemagne. Alors, Oui. quand je regardais ta bio, j'ai vu, tu as dit, tu as abandonné tes masters en mathématiques, physique pour répondre au battement de cœur. En te laissant la parole, est-ce que tu pourrais nous donner une petite anecdote de toi? Comment est-ce que ce changement a eu lieu? Comment est-ce que tu laisses ta carrière pour devenir coach master à 100%? Et la, the stage is yours. Venez nous parler de la grâce que Dieu a déposée sur ta vie. Merci. Et merci beaucoup, Maman Marie-Noël, pour la parole. Merci pour l'honneur qui m'est donné de présenter aujourd'hui devant FDE Allemagne. Like, je me sens tellement honorée parce que j'étais toujours admirative des personnes qui présentaient à chaque rencontre FDE. Et aujourd'hui, je suis parmi ces personnes-là. C'est pour moi, c'est une grande joie que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur bénisse cette famille que vous êtes pour moi. Grâce à vous, F2 Allemagne, je ne me sens pas seule ici en Allemagne, même si on ne s'est pas encore vu en présentiel et j'espère que ça sera possible cette fois-ci, cette année. Je suis tellement en paix ici dans ce pays parce que je sais que j'ai une famille qui m'entoure. Merci beaucoup, Maman Marie-Noël, pour ta question, parce que oui, c'est de là qu'est venue ma reconversion. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça éclore aujourd'hui, mais le questionnement est dans mon cœur depuis longtemps. En fait, j'ai grandi dans un environnement où mes aînés, mes mamans surtout, et les papas aussi, tout le monde en fait souffrait soit d'une maladie métabolique, soit d'une maladie hormonale. Maladie métabolique, surtout le diabète, l'hypertension, l'obésité. Et après, il y avait à côté les maladies hormonaux, les fibromes, les maladies génitaux aussi, qui sont liées à l'appareil génital de la femme, les fibromes, les myomes et tout ça. Et ce qui m'intriguait, c'était que chez nous, on considérait ça un peu comme normal. Pour les femmes, c'était normal que peut-être après t'être mariée, après avoir donné naissance, tu commences à prendre du poids. Peut-être quand tu te maries, si tu ne prends pas du poids, peut-être ton mari ne prend pas bien soin de toi et consort. Et pourtant, ça amenait de telles souffrances, non seulement au niveau de la femme, quand elle perdait confiance en elle, elle se renfermait. La femme lumineuse qui s'était mariée à un moment donné commençait à être, à se renfermer, à se reconsidérer elle-même comme vieille, mais aussi ça affectait leur santé. Et je posais la question à ma maman parce que moi, quand j'étais jeune, j'étais encore plus fine avec un ventre bien plat et tout, consort. Je disais à ma maman une soirée que je vais tout faire pour conserver ce corps. Ma mère m'a dit non, c'est impossible parce que dans votre famille, vous êtes comme ça. Dans notre famille, nous sommes comme ça, que ce soit de ton côté paternel ou maternel. Et il y a une cousine à moi à qui je ressemble comme si nous sortions du même ventre. Et cette cousine, déjà adulte, est en bon point en obésité. Ma mère a dit, puisque tu la ressembles physiquement, tu vas aussi, quand tu auras son âge, tu seras exactement comme elle dans la corpulence, Seigneur. Je me suis promis intérieurement ce jour que jamais je ne pourrais atteindre ce poids-là. Donc, ce qui fait que depuis mon enfance, j'ai commencé à m'intéresser, à observer et à voir comment est-ce que je peux faire pour garder mon corps comme il se doit. Et j'ai commencé à faire des recherches dans ce sens. Ce qui a encore accentué mes recherches, c'est parce que après quelques années, on m'a détecté l'endométriose au stade 4. L'endométriose qui est une maladie génitale aussi, qui n'est pas guérissable pour le moment, mais qui peut être apaisée avec avec un mode de vie sain, avec une bonne alimentation et un mode de vie sain. Généralement, on me disait, si tu veux avoir une alimentation anti-inflammatoire, parce que l'endométriose, c'est une maladie qui cause beaucoup d'inflammation interne,
si tu veux avoir une paix, une moins de douleur sur cette maladie, il faudrait que tu adoptes une alimentation anti-inflammatoire. Et l'alimentation anti-inflammatoire qu'on me proposait, c'était l'alimentation occidentale. Je me suis dit non, je viens d'Afrique, j'aime les repas africains, je suis amoureuse des repas africains, je peux pas en fait imaginer une vie heureuse sans mes repas africains. Et c'est comme ça que je me suis mis à chercher, à comprendre pourquoi est-ce que on n'arrive pas à atteindre nos objectifs santé, notre idéal physique avec l'alimentation africaine et à développer des stratégies pour permettre aux femmes de pouvoir résoudre ces problèmes-là avec l'alimentation africaine. Et tellement passionnée par ça, je me suis dit, j'arrivais plus en fait à me concentrer dans les calculs des physiques et des mathématiques. J'ai tout simplement mis de côté mes différents masters et aujourd'hui, je suis heureuse d'avoir trouvé ma mission dans ce chemin-là où j'accompagne les mamans, surtout à perdre plus de 20 kilos définitivement en mangeant des repas africains. Pourquoi est-ce que je choisis les mamans? Parce que pour moi, les femmes sont comme le pilier, sont comme le pilier. Comme la coach Matt aime souvent dit, l'homme est, est la tête, mais la femme c'est le cou. C'est la femme qui donne la direction qui se passe dans la direction de la famille. Si une maman s'est bien préparée, si une maman s'est déjà donné une bonne direction, un bon mode de vie dans sa maison, si elle-même elle le fait, forcément, la famille va suivre sans problème. Là, pour la petite histoire, quand je me suis mariée, mon époux avec peut-être 3 à 5 kilos de plus là qui me dérangeait. Et je l'ai fait perdre ces kilos sans qu'il ne s'en rende compte, tout simplement parce qu'il mangeait mes repas. Donc lui, il ne savait pas qu'il était sur régime, mais il était sur régime. Et c'est ça que je veux apprendre aux mamans africaines, leur faire savoir qu'elles ont ce pouvoir-là, hein, de permettre à leur enfant qui est en bon point, à leur époux qui est en bon point, de pouvoir retrouver leur poids idéal. Et un jour, il m'a dit, waouh, j'ai tellement essayé de perdre ces 5 kilos. Du jour au lendemain, je me pèse, je vois, j'ai 5 kilos, j'ai 5 kilos de moins. J'ai dit, mais c'est normal, tu es marié avec une coach mince. Donc, aujourd'hui, nous allons un peu partager par rapport à ça, par rapport à ce message que j'essaie de passer aux parents, et spécialement à la femme, que tu es celle qui va donner, tu es le pilier, tu es la nourricière, tu es celle qui va donner la direction à ta famille pour le futur. Est-ce que ta famille va souffrir des mêmes douleurs que tu souffres aujourd'hui ou est-ce que ta famille sera débarrassée des mêmes douleurs? Donc, déjà, dans notre époque aujourd'hui, et ça a toujours été le cas, les parents, le souci des parents, c'est d'assurer un bel avenir pour les enfants. Donc, on éduque nos enfants dans ce sens que il faudrait que l'enfant ait une belle stabilité demain, que l'enfant réussisse à l'école, que l'enfant construise une belle carrière professionnelle, que l'enfant se marie bien, une stabilité financière et consort. Mais parfois, on oublie le plus important. C'est vrai, c'est bien, c'est une bonne chose de vouloir que son enfant ait cette stabilité financière, cette réussite extérieure. Mais si l'enfant n'a pas la santé, ou si l'enfant n'a pas une bonne confiance en soi, si l'enfant est tout le temps fatigué, ça pourra créer un certain frein à sa réussite. Ça pourra peut-être l'empêcher. Moi, par exemple, avec l'endométriose, c'est vrai que c'est pas forcément l'alimentation qui cause, mauvaise alimentation qui cause l'endométriose, mais c'est un ensemble de choses qui, qui ont causé cela. Donc, j'ai été dans un environnement qui a été propice au développement de cette maladie. Et à cause de ça, je faisais les 2 semaines couchées à la maison et je ne pouvais pas aller à l'école. Donc, tu vois que si maman est intéressée juste à mon école, à ma réussite scolaire, et qu'elle ne s'intéresse pas à ma santé, à pourquoi est-ce que je souffre, comment est-ce que mon corps est, je pourrais échouer dans ce domaine professionnel-là, malgré toutes les finances, malgré tous les répétiteurs, malgré toutes les formations qu'elle pourra me donner. Donc, aujourd'hui, nous devons comprendre que nous devons voir que là, les comportements, les habitudes ont un impact sur la destinée de nos enfants. Et notre comportement à nous-mêmes, notre habitude à nous-mêmes, c'est ça que je veux qu'on comprenne aujourd'hui. L'héritage biologique, l'héritage comportemental qu'on peut laisser à nos enfants. Parfois, nous-mêmes, parents, on se sent déjà pas bien du tout. Parce que, surtout les femmes, avec le physique, soit on est en obésité et on perd confiance en soi, on se sent laide,
et on se sent grosse et on passe la journée la soirée à pleurer, on se renferme, on s'isole. Oh, et surtout, par rapport à nos repas africains, on culpabilise à chaque fois qu'on se retrouve en train de manger un peu plus que d'habitude. Et on est triste, on donne une ambiance de tristesse dans la maison. Ça nous empêche nous-mêmes de réussir professionnellement. Et, et puis, on se dit, il faudrait que je me batte pour pouvoir perdre du poids. Il faudrait que je me batte pour pouvoir retrouver peut-être ma santé parce que à cause de l'obésité, j'ai eu le diabète, à cause de l'obésité, j'ai eu l'hypertension et conso. Il faudrait que je me batte pour utiliser ma santé. Parfois aussi, on culpabilise en se disant, qu'est-ce que j'ai fait? Peut-être je me suis mal nourrie, peut-être j'ai beaucoup consommé les produits transformés et consorts et on veut se donner toute la faute. Mais parfois, on ignore que ce qu'on a reçu comme maladie aujourd'hui, ça peut être quelque chose qui est hérité de nos parents. Beaucoup de situations de santé, beaucoup de nos habitudes qu'on a aujourd'hui viennent de nos parents. Et la Bible même dit que euh, les pères ont mangé des raisins verts, dans Jérémie 31, verset 29, les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants en sont agacées. Donc c'est pour dire que certaines habitudes, certaines actions des parents ont pu nous affecter aujourd'hui. Certains choix de nos parents ont pu nous affecter aujourd'hui. Par exemple, nos parents nous obligeaient toujours à avoir 3 repas par jour, ou nos parents nous obligeaient toujours à manger de grosses portions ou à avoir des plats un peu déséquilibrés. Par exemple, lorsqu'on prépare du couscous avec une sauce, il faudrait que le couscous soit une casserole et tout ça. Et ce sont des habitudes qu'on a grandi avec. Parfois, nos parents peuvent avoir des problèmes de troubles alimentaires et ils nous transmettent cela dans notre génétique. La génétique l'a prouvé. Lorsque on est conçu déjà, on porte le bagage génétique de papa et le bagage génétique de maman, 50% bagage génétique de papa et 50% bagage génétique de maman. Le bagage génétique détermine quoi? Un peu, à peu près comment on sera déjà physiquement et aussi dans certains de nos comportements. Par exemple, la couleur de tes yeux s'inscrit dans ton ADN que tu as apporté que tu as hérité du bagage génétique que ton papa t'a donné et que ta maman t'a donné. Peut-être ta taille est définie depuis ta naissance dans ton ADN. Et aussi, il y a certains comportements comme et certains euh, hum, aspects comme la facilité à prendre du poids. Tu peux avoir une prédisposition parce que ton papa t'a transmis ce gène-là de prendre du poids. Peut-être un métabolisme qui est lent. Tu peux avoir cette prédisposition génétique d'être, c'est maman qui t'a transmis cela depuis ta naissance. Ce qui fait que depuis que tu as grandi, tu as toujours des difficultés à maintenir ton poids comme il se doit. Depuis, à un certain moment donné, tu as vu que ton taux de sucre dans le sang augmente toujours, ta glycémie, tu as toujours des problèmes pour stabiliser ta glycémie ou ta tension, tout simplement. Et aussi, tu vas remarquer cela, que c'est quelque chose qui se transmet, que c'est pas forcément à cause de toi, à cause de ton comportement que tu as tout ça. Tu vas un peu jeter un coup d'œil dans ta famille et tu vas te rendre compte que ce sont des choses qui se répètent. Dans ta famille, par exemple, il y a beaucoup de personnes qui ont le diabète, il y a beaucoup de personnes qui ont les fibromes, il y a beaucoup de personnes qui ont l'endométriose, qui ont les myomes, il y a beaucoup de personnes qui ont l'hypertension. Et si tu regardes dans les habitudes alimentaires, tu vas voir que vous avez presque les mêmes habitudes. Vous consommez peut-être le sucre de façon excessive. C'est une habitude que, voilà, lorsqu'on veut prendre peut-être une tisane, on doit absolument mettre le sucre à l'intérieur. On doit beaucoup prendre les produits transformés. Euh, La sédentarité, on n'a pas l'habitude, on a l'habitude de rester assis, de rester couché. Ce sont des comportements comme ça le stress, la facilité à se stresser, à être stressé par une situation. Dès qu'il y a une situation, vite ton sang chauffe et directement, tu commences à t'inquiéter et tout ça. Et lorsque tu observes un peu, tu te rends compte que, voilà, ce sont des schémas qui se répètent. Je vois ça chez maman, je vois ça chez papa, ou ma tante, ou mon cousin. Donc, j'aimerais t'inviter maintenant à essayer de regarder un peu dans ta famille, de faire un peu un tour, de voir qu'est-ce que je vois chez moi, que je peux revoir encore chez ma maman, chez mon papa ou dans ma famille. Est-ce que c'est une maladie? Est-ce que, par exemple, on a beaucoup de problèmes d'inflammation, beaucoup de problèmes de digestion, beaucoup de problèmes de confiance en soi, les perturbations hormonaux? On a toujours, ma cousine a les myomes, mon autre cousine a les fibromes.
et telle tante a un problème d'obésité, tel oncle a le diabète. Lorsque tu vois ça, tu comprends que c'est euh, quelque chose qui est lié à la génétique. Et c'est transmis. C'est transmis de tes parents, de tes grands-parents. Et il y a des études qui ont prouvé que même une grand-mère peut transmettre le gène du diabète à son petit enfant. Tu vois? Donc, le petit enfant, lorsqu'il arrive, il est déjà prédisposé à avoir le diabète, à avoir l'hypertension et toutes les maladies cardiovasculaires et autres choses. Donc, là, ça te fait déjà, cette information te fait déjà comprendre que c'est pas de ta faute forcément si tu vis des difficultés au niveau de mode de vie, tu as du mal à adopter un bon mode de vie, c'est pas forcément de ta faute. Ça peut être transmis, tu peux avoir plus de prédispositions. Par exemple, tu vas te rendre compte qu'à côté de toi, il y a une amie, elle peut manger comme elle veut, mais elle ne grossit pas. Parce que chez eux, ils ont la prédisposition de génétique d'être toujours, d'avoir, comme on dit, de n'avoir pas le sang gras. Et lorsque tu apprends ça, tu te dis, waouh, ça veut dire que finalement, les efforts que je fais, est-ce que vraiment, est-ce que ça vaut la peine de faire tous ces efforts puisque je suis déjà prédisposée à être obèse, autant mieux, voilà, se laisser. Mais la bonne nouvelle, c'est que c'est juste une prédisposition. Et la science l'a démontré avec la science de l'épigénétique montre que nos gènes sont influencés par notre environnement. L'expression de nos gènes peut être changée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque tu reçois l'ADN de papa et de maman, l'ADN, c'est comme un grand livre avec avec différentes recettes de comportement, différentes recettes de choses qui peuvent s'exprimer. Et c'est toi qui décides quelle recette tu vas cuisiner. C'est comme des interrupteurs. Les gènes, ce sont comme des interrupteurs dans ton ADN. Et c'est toi qui décides quel interrupteur tu vas allumer et quel interrupteur tu vas éteindre. Tu peux avoir la prédisposition à l'obésité, peut-être avec le gène de FTO, la prédisposition à l'obésité, mais tu décides d'éteindre ce gène et que ce gène ne s'exprime pas. Et que dans ta maison, tu ne sois pas en train de remplir la maison. Et ça, comment est-ce que tu réussis à faire ça? C'est en adoptant un autre mode de vie. En adoptant un mode de vie qui va éteindre cet interrupteur en toi qui a été allumé par tes parents. Si par exemple, tu sais que tu as le gène de l'obésité, c'est vrai, tu auras plus facilement des sensations de faim, tu auras toujours envie de grignoter, tu auras toujours envie de paresser un peu, d'être sédentaire et tout, mais c'est à toi de décider que non, je dois me lever, je dois éteindre cet interrupteur de l'obésité qui est en moi en adoptant d'une nouvelle façon de faire. Et maintenant, comment est-ce que tu réussis à adopter ça? C'est premièrement en ayant une alimentation équilibrée et une alimentation saine et équilibrée. Et généralement, pour les Africains, on croit que c'est difficile d'avoir une alimentation saine et équilibrée parce qu'on se dit, on va laisser abandonner nos mets de chez nous, nos repas africains pour pouvoir adopter les repas occidentaux. Non, c'est possible de pouvoir équilibrer ton repas africain, de pouvoir transformer ce même repas qui te prédispose à l'obésité, tu peux le transformer en version saine pour que cela éteigne l'interrupteur de l'obésité, éteigne l'interrupteur du diabète ou de d'autres maladies dans ton organisme. Tu dois avoir une activité physique régulière, surtout lorsque tu sais que tu es prédisposé, que ce soit à une maladie, que ce soit à l'obésité, que ce soit au fibrome et consort, tu dois te lever, essayer de marcher au moins 30 minutes par jour. Tu dois être intentionnel de te dire non, parce que je suis prédisposé, je ne veux pas ça pour moi. Tu dois essayer d'avoir un bon sommeil, dormir au moins entre 6 et 8 heures de temps régulièrement. Il peut y avoir des jours où tu sais que tu ne peux pas dormir parce que tu as un travail, tu as une présentation à faire demain, mais ça ne doit pas être une habitude. Tu dois être intentionnel lorsque tu gères ton sommeil. Tu dois avoir pardon, tu dois avoir
tu dois avoir une bonne maîtrise de ton stress. Comment est-ce que tu gères ton stress? Tu dois être intentionnel. Quand je suis stressée, qu'est-ce que je fais immédiatement? Peut-être j'écoute une musique d'adoration, peut-être je vais aller marcher, peut-être je fais du sport. Tu dois savoir que tu ne peux pas laisser le stress venir influencer ta vie parce que tu es déjà prédisposé à cela. Et surtout, tu dois apprendre à parler à ton corps. Tu dois apprendre à parler à à ton ADN, à parler aux gènes qui vont s'exprimer en toi. Dans Faisceau d'Exploit International, on, on apprend beaucoup la proclamation. Tu dois apprendre la proclamation, essayer de donner la direction à ton corps, essayer de dire à ton corps que non, à mon niveau, tout ça s'arrête. Tout ça s'arrête, plus d'obésité, plus de diabète, plus d'hypertension, plus de fibromes, plus d'endométriose, plus de myome. Ça s'arrête à mon niveau. Au nom puissant de Jésus, je suis guéri par les maîtresses de Jésus. C'est le sang de Jésus qui coule dans mes veines. Ce n'est plus le sang de mon père ou de ma mère qui coule dans mes veines. Les gènes qui s'expriment dans mes cellules sont les gènes de Jésus, sont les gènes qui me permettent d'accomplir la mission que Jésus a prévue pour moi. Et une autre chose qui va te faire qui va te motiver davantage à adopter tout cela, c'est parce que maintenant tu comprends que si tu as hérité cette prédisposition de tes parents, tu es aussi en train de transmettre une autre chose à tes enfants. Et la question que je te pose aujourd'hui, quel héritage veux-tu laisser à tes enfants? La Bible dit, l'homme de bien laisse un héritage aux enfants de ses enfants, dans Proverbe 13, verset 22. Donc, quel héritage est-ce que tu veux laisser à tes enfants? Est-ce que tu veux laisser tes mêmes douleurs, tes mêmes souffrances, tes mêmes complexes au d'aujourd'hui? Ou est-ce que tu veux que tes enfants partent sur un nouveau départ, partent sur un départ par exemple, toi aujourd'hui tu dis dans notre famille on a un sang gras. J'aimerais, est-ce que tu aimerais que tes enfants aussi disent nous on a un sang gras ou est-ce que tu aimerais que tes enfants disent moi j'ai un bon métabolisme, je brûle facilement les graisses, j'ai la santé parfaite. Qu'est-ce que tu veux laisser comme héritage à tes enfants? C'est vrai que lorsqu'on dit que l'homme de bien laisse un héritage aux enfants de ses enfants, on est occupé à vouloir laisser l'argent, la maison, les biens matériels, beaucoup de choses aux enfants. Mais parfois on dit, au lieu de donner du poisson à quelqu'un, il faut l'apprendre à pêcher. Et comment dans ce contexte est-ce que tu apprends à ton enfant à pêcher? Tu l'apprends à être fort, à être en santé, avoir l'énergie pour pouvoir se lever et aller chercher de l'argent. L'argent, si ça peut finir, mais si lui il est en santé, il est fort, il peut travailler encore un autre argent. Il peut avoir d'autres biens. Et si un enfant a une mauvaise santé, un manque de discipline parce qu'il ne sait pas se contrôler en face de la nourriture, il ne sait pas faire les bons choix, il ne sait pas, il a une mauvaise relation avec son propre corps parce qu'il n'aime pas ce qu'il voit dans le miroir, une mauvaise relation avec la nourriture parce qu'en train de chaque fois de fuir sa culture alimentaire, aller essayer d'autres cultures, ne pas se sentir à l'aise, revenir culpabiliser parce que tu consommes africain alors que c'est ta culture, perdre son identité au milieu de tout ça, perdre confiance en lui. Franchement, quel que soit l'argent que tu as investi pour qu'il puisse être professionnellement, pour qu'il entre dans n'importe quelle de sa mission, ça sera un peu difficile. Si ton enfant est permanemment fatigué, il manque d'énergie, il n'arrive pas à se concentrer, instabilité émotionnelle et consort, il ne peut pas réussir. Si un enfant a tout le temps les problèmes de santé, à 25 ans, tu as déjà des problèmes de diabète, tout le temps hospitalisé. Certaines femmes que je coach sont hospitalisées chaque début d'année à cause du taux de sucre élevé. Tu vois que ça ne lui permet pas de se déployer. Ça ne lui permet même pas, ça ne permet même pas à ton enfant de repenser à c'est quoi ma mission? C'est quoi? Parce qu'à chaque moment, elle est en train de vouloir se retrouver. Et pourtant, si tu donnes déjà à cet enfant cet environnement-là, ça fait comme un bon ressort pour propulser rapidement vers sa mission. Si tu n'as pas encore d'enfant aujourd'hui, c'est une bonne chose parce que déjà, tu vas travailler ton épigénétique, tu vas travailler ton ADN, essayer d'éteindre les mauvais interrupteurs et préparer un bon ADN que tu vas transmettre à tes enfants. Mais si tu as déjà des enfants, c'est pas trop tard. Tu peux déjà faire ce travail ensemble avec ton enfant. Ce que j'invite souvent les mamans que j'accompagne à à faire l'aventure avec les enfants. Parfois, quand tu veux perdre du poids, tu commences à adopter certains aliments. À la maison, tu prépares un repas pour toi, un repas pour la famille, et tu t'isoles. Et ton enfant, finalement, voit comme une souffrance le fait de vouloir avoir une belle silhouette. Et
finalement, ça ne l'aide pas. Alors que si tu prends ça comme une aventure familiale et tu dis, nous allons tous apprendre à manger sain, nous allons tous apprendre à avoir une meilleure vie, non seulement ça permet que, en ce moment, vous vivez cette aventure, ça vous rapproche les uns des autres, mais ça permet à ta fille, qui est aujourd'hui encore petite, d'apprendre, d'avoir des armes qui vont l'aider à combattre l'obésité demain, parce que peut-être elle sera amenée à donner des enfants aussi et à prendre du poids pendant sa grossesse. Veux-tu que après sa grossesse, elle souffre de la même façon que toi pour pouvoir retrouver son poids idéal? Ou veux-tu que, en ce moment-là, elle est confiante parce que maman lui a transmis les bonnes habitudes? Imagine aujourd'hui que tu réussis à transmettre une bonne habitude à ta fille, que ta fille est capable de manger sain, de manger équilibré, de cuisiner toujours équilibré et sain, de marcher au moins 30 minutes par jour, de dormir correctement, de bien gérer son stress et qu'elle grandisse avec cela. Ton fils aussi grandit avec cela. Qu'est-ce qui va se passer? C'est ça qu'ils vont amener dans leur maison. Et dans leur maison, leurs enfants qui sont tes petits-enfants vont adopter aussi cette habitude-là et grandir avec. Et c'est comme ça que tu es en train de construire, par ton sacrifice que tu vas faire maintenant, construire une génération, une descendance de personnes en santé, de personnes fortes qui vont être concentrées à entrer dans leur mission et à faire ce pourquoi Dieu les a créés sur terre. Et toi-même, tu seras contente parce que tu as bien gardé, tu as bien conduit parce que nous sommes comme des gardiens de ces enfants que Dieu nous donne. Tu as permis à ces enfants de pouvoir bien s'envoler vers leurs différentes missions. Donc, la question que je te pose aujourd'hui, qu'est-ce que tu veux pour ton enfant? Quel héritage est-ce que tu veux laisser à ton enfant? Dieu dit, je veux que tu prospères à tout égard et sois en bonne santé. La prospérité de tes enfants dépend de la bonne santé. La prospérité de tes générations dépend de leur santé. Mais leur santé dépend de ce que tu vas les transmettre aujourd'hui. La facilité pour eux d'avoir une bonne santé est entre tes mains aujourd'hui. Donc la décision d'avoir une vie saine, d'avoir une alimentation équilibrée, de connaître comment équilibrer l'alimentation de chez toi, d'avoir une activité physique régulière, de pouvoir avoir un bon sommeil réparateur, de prendre soin de ton corps et de ton métabolisme. Oui, c'est pour toi, mais surtout, ça va assurer une belle prospérité à tes enfants, une bonne santé à tes enfants. Ça va permettre à tes enfants de pouvoir entrer dans leur destinée plus facilement. Qu'est-ce que tu veux transmettre à tes enfants? La fragilité ou la stabilité? Merci. Donc, je suis ouverte pour, voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Et je suis ouverte pour les différentes questions. Bonsoir les mamans et un grand merci à la coach pour toutes ces pépites. Vraiment, merci beaucoup. J'ai trois questions. Ok, la première est celle de savoir comment rattraper les bonnes habitudes alimentaires pour la famille en tant que maman afin de garantir une bonne santé future à sa maison. Ok, je voudrais également savoir pour une maman qui a plus de 40 ans et qui a fini avec les maternités, quels conseils la coach peut me donner pour retrouver la silhouette d'antan, c'est-à-dire la Mhm, perte du ventre et du poids. mhm. Et la dernière est celle de savoir, y a-t-il un régime alimentaire idéal pour un homme qui est dans la quarantaine? Merci les mamans. Merci à maman Christiane pour ta question. Tes trois questions, comment rattraper les bonnes habitudes, comment faire à plus de 40 ans pour une femme et pour un homme, je pourrais les répondre en une fois parce que ça revient presque à la même question qui est comment finalement retrouver une bonne santé, une bonne silhouette pour soi-même et et pour ses futurs enfants. Déjà, la première chose, comment rattraper une bonne habitude? La première chose, c'est de savoir, hmm, d'arrêter déjà d'arrêter de culpabiliser premièrement parce que je sais que beaucoup culpabilisent à essayer d'avoir la bonne santé dans la culpabilité. Chaque jour, ça te ramène en arrière parce que quoi? Parce que tu vas faire un effort et si demain tu ne répètes pas cet effort-là, tu vas penser que tu n'as pas de volonté, tu vas t'auto-flageller et tu vas abandonner tout. C'est de savoir que
depuis 40 ans et plus, tu as développé certaines habitudes qui n'étaient pas bonnes du tout pendant 40 ans. Donc, il te faut minimum, je ne dirais pas qu'il te faut jusqu'à 40 ans, mais donne-toi Ah, au moins 40 ans pour revenir dans la bonne habitude. Tu vois? Et maintenant, les bonnes habitudes, ça se fait pas à pas. Pas à pas. La première des choses, c'est de se former par rapport à ça, donc de s'intéresser à la chose. Qu'est-ce qu'il faut pour que je développe une bonne habitude? Déjà, première des choses comme ça, il faut s'hydrater. Peut-être, généralement, on connaît ce qu'il faut. Il faut s'hydrater, par exemple. Maintenant, le problème, c'est, tu vas te dire, j'ai du mal à m'hydrater, je n'arrive pas à boire 1,5 litre d'eau comme on me demande de faire chaque jour. Commence où tu es. Va avec la force que tu as. C'est ça le problème de développer, que beaucoup de personnes ont quand ils veulent développer de bonnes habitudes, parce elles veulent tout changer au même moment. C'est pas que tu ne sais pas quoi faire. Tu sais très bien quoi faire, mais pour toi, c'est trop parce que je ne sais, je ne peux pas boire 1,5 litre d'eau et tu te braques. Qu'est-ce que tu fais dans ce cas? Tu te dis, si je ne peux pas boire 1,5 litre d'eau, quelle quantité est-ce que je peux boire? Parfois, j'aime souvent exagérer. Si je peux boire une cuillère à soupe d'eau chaque matin, je commence par une cuillère à soupe d'eau chaque matin et je fais de ça une petite habitude. Chaque matin, je me lève, je fais l'effort de prendre une cuillère à soupe. Peut-être ça va pas te donner le résultat qu'il faut à ce moment-là, mais tu es en train d'aller vers cet idéal que tu veux. Et après, demain, quand tu trouves que tu es déjà habitué avec une cuillère, tu prends un verre, un demi-verre. Peut-être au début, tu ne bois pas d'un coup, tu prends juste un peu. Donc, je veux dire, va avec le rythme de ton corps. Qu'est-ce que je sais que je fais mal et qu'est-ce qu'il faut que je fasse bien? Il faudrait peut-être que je fasse 30 minutes de marche tous les jours, mais je peux pas parce que mon corps pèse. Alors, qu'est-ce que je peux faire à mon niveau? Je peux faire 1 minute de marche par jour. Vas-y, marche 1 minute. Et la semaine prochaine, quand tu es déjà habitué à faire 1 minute, fais 2 minutes. La semaine prochaine, fais 3 minutes. Et finalement, tu vas te retrouver à faire 30 minutes. Maintenant, au niveau de l'alimentation, il faut prendre conscience que c'est pas, l'herbe n'est pas verte ailleurs. C'est pas l'alimentation des autres qui est bonne. Même mon alimentation est bonne. Ce que je prépare à la maison peut me soigner, peut être une bonne alimentation, mais il faut apprendre comment est-ce que je fais pour équilibrer mon alimentation. Peut-être tu vas finalement apprendre, tu vas t'intéresser à la chose, tu vas apprendre à équilibrer. Le premier jour, ça ne sera pas ça. Ne te culpabilise pas. Va avec la force que tu as. Maman Christiane, je sais que tu as beaucoup de choses que tu connais comme habitude, habitudes que tu peux adopter, mais vas-y doucement à ton rythme. Maintenant, après 40 ans, le plus important aussi, c'est d'entretenir ton métabolisme. Parce que plus l'âge avance, plus le métabolisme aussi se ralentit. Et le métabolisme, c'est quoi? C'est ça, c'est un peu comme la machine qui va contrôler tout, la gestion de l'énergie dans ton organisme. Lorsque tu consommes un repas, est-ce que ton corps va utiliser l'alimentation, ce que tu lui as donné et transformer en énergie pour te permettre de fonctionner, de que ton cœur batte ou que tu perdes le poids, ou bien ça va directement stocker. Ça, c'est ton métabolisme qui détermine. Maintenant, comment est-ce que tu entretiens ton métabolisme? C'est avec un bon sommeil, une bonne hydratation, des cures détox, parfois aussi les bonnes tisanes de plantes bio et une alimentation équilibrée. Quand ton métabolisme va commencer à se relever, et tu vas voir que tout simplement, ton poids aussi va lâcher, ton ventre va lâcher. Maintenant, c'est vrai qu'après 40 ans, tu as le ventre, mais ne regarde pas juste le ventre. Regarde juste comment tu prends soin de ton corps global et toutes les graisses vont partir au fur et à mesure. Donc, voilà ce que je peux dire pour cette question-là. Est-ce qu'il y avait une troisième question au sujet de l'alimentation idéale pour un homme? Oui, et je pense que c'est la même chose pour la femme et pour l'homme. Donc, Mhm. juste travailler après 40 ans sur son métabolisme, même avant 40 ans, mais au fur et à mesure qu'on grandit, qu'on vieillit, le métabolisme vraiment a besoin d'aide. On va se rendre compte que quand on était plus jeune, on pouvait faire n'importe quoi, manger comme on voulait, on n'avait pas de problèmes de santé, on n'avait pas de problèmes de poids, mais au fur et à mesure qu'on vieillit, on commence à avoir ces problèmes-là parce que le métabolisme s'affaiblit et le métabolisme a besoin d'aide pour pouvoir être remonté. Comment avoir une alimentation équilibrée en Afrique?
Moi, je vais renchérir sur cette question parce que quand j'arrive en Allemagne, il y a une famille à l'église qui m'aime beaucoup, il m'aime beaucoup. Il m'invite pour le repas après le culte et me donne un petit riz comme ça. Je dis, mais les gens s'y m'aiment, mais pourquoi ils me donnent le riz un peu comme ça alors qu'en Afrique, on sait comment on se sert. Ils m'ont donné une portion de riz le jour-là, j'ai douté de leur amour pour moi. Comment manger équilibré en Afrique? Yeah, yeah. Donc, comment manger équilibré en Afrique? En fait, le principe du plat équilibré, c'est un principe universel. Qui est quoi? La moitié de ton plat doit être les légumes, un quart doit être les protéines, un autre quart doit être les féculents. Maintenant, le problème que nous avons en Afrique, c'est quoi? C'est que on mélange tout. Nous, on ne connaît pas, par exemple, j'aime souvent prendre l'exemple sur la salade. Si tu demandes à une personne occidentale de te faire une salade, elle prend peut-être une feuille de laitue, un peu une petite cerise tomate. Sa salade, c'est bon, c'est complet, peut-être elle verse un peu du vinaigre, c'est bon, elle a fini, elle a fait ça. Pourtant, chez nous en Afrique, il faudrait qu'on mette la laitue, les choux blancs, le chou rouge, carottes, oignons, sauce vinaigrette. Et dans la sauce vinaigrette, on doit mettre mayonnaise. On fait un mélange, un grand mélange. Et nos repas, généralement, sont aussi comme ça. Par exemple, je suis du Cameroun, le ndolé. On doit mélanger les arachides, les feuilles de ndolé et plein d'autres condiments. Et peut-être, tu vois, généralement, nos repas, on mélange beaucoup avec l'huile et tout. Et c'est là où il y a le problème. Et comment est-ce qu'on fait pour donc avoir moitié du plat légumes, un quart du plat les protéines, un quart du plat les féculents? C'est avant la cuisson. Tu dois essayer en termes de proportion. Par exemple, quand tu veux préparer un repas africain, déjà sur les ingrédients, essaie de remarquer c'est quoi mon légume sur cet ingrédient, dans ce repas. C'est quoi mes protéines dans ce repas et c'est quoi mes glucides dans ce repas. Et c'est la combinaison se fait avant la cuisson. Donc avant ta cuisson, tu dois avoir moitié légumes, un quart protéines, un quart féculents. Et là, tu prépares. Par exemple, si tu veux faire les pommes sautées, tes pommes, c'est les féculents. Tu dois te rassurer que les pommes, c'est un quart de tout la marmite que tu vas préparer. La viande, ce sont les protéines. La viande, c'est un quart de toute la marmite que tu vas préparer. Maintenant, tomates, oignons, poivre, choux, tout ce que tu vas mettre encore, là, ce sont les légumes. Tu te rassures que c'est la moitié. Et là, maintenant, tu prépares avec ça, tu mets les épices comme il faut et tu as ton repas équilibré et tu pourras te servir. C'est ça qu'il faut faire à chacun des repas africains. Et là, tu vas voir que finalement, c'est plus bon. Et maintenant, pour revenir à ce que maman Marie-Noël disait, j'ai dit toujours que pour pouvoir maintenir ce genre de mode de vie, il faudrait que tu sois rassasié à chacun de tes repas parce que si on te dit, OK, tu vas mettre le riz juste un quart et après, à cause de ce petit riz, tu n'es pas rassasié, tu vas pas tenir finalement, tu vas revenir à ton ancienne façon de faire où le riz te remplissait l'assiette. Mais c'est où les légumes jouent beaucoup. Les légumes sont remplis de fibres et ces fibres-là permettent de rassasier. Donc, si tu respectes vraiment de faire qu'à chaque fois, tu as suffisamment de légumes. Donc, tu ne dois pas seulement diminuer le riz et laisser l'autre côté vide. Tu dois avoir les légumes dans ton assiette et ces légumes-là vont remplir ton ventre et tu seras rassasié. Tu vas manger un plat équilibré que tu aimes. Donc, c'est ça. Waouh! Merci Marine de me passer la parole. Merci à la coach Syriane. Vraiment que le Seigneur te bénisse déjà d'avoir Mm. de prendre ton temps pour venir nous éduquer. Parce que, disons-nous, ici en Allemagne, généralement, on a la difficulté. Pour ceux qui sont en Allemagne, je crois que c'est pareil dans tous les pays. On a généralement la difficulté à s'adapter aux mets occidentaux, aux mets des Allemands. Et parfois, même lorsqu'on fait leurs recettes, on amène toujours nos épices pour sentir africain. Donc, c'est intéressant de savoir que, comme tu l'as dit, on peut bien se nourrir avec nos plats africains. On peut manger équilibré, on peut manger sain. Lorsqu'on parle justement de régime, c'est toujours salade et si viande. Bon, il y a plusieurs régimes, mais je crois que les mamans qui ont l'habitude de faire les régimes savent ce qu'elles ont l'habitude de faire. Et ce que j'ai retenu aussi, c'est que notre santé, c'est pas seulement pour nous,
c'est aussi un héritage. Je n'avais jamais vu ça comme ça. La Bible dit que l'homme de bien laisse un héritage aux enfants de ses enfants. Et quand on parle d'héritage, on parle, comme tu as dit, hein, toujours de maison, d'argent, de compte bancaire et tout. Pourtant, la santé aussi, la sanctification aussi, tout ça, ce sont les héritages qu'on laisse également à nos enfants et à leurs enfants. Vraiment que le Seigneur te bénisse pour cet enseignement. Je voudrais un peu te demander comme ça, tu es coach, tu parles de la nutrition africaine. Merci pour le bel exemple que tu as donné tout à l'heure. Moitié légumes, un quart féculent, un quart protéines. J'espère que j'ai bien suivi la leçon. Par exemple, le coquille. Bon, j'aime le coquille, hein. Pour les mamans qui aiment, par exemple, le coquille, ça se fait comment? Ou bien le pilé, un bon pilé de pommes haricots. Pour ceux qui sont camerounais, vous connaissez le goût avec le haricot noir. Ou un bon Exactement. Donc, on a la chance en Afrique que la majorité de nos repas contiennent tous les groupes alimentaires. Mais il y a certains repas comme le pilé, comme elle a si bien dit, si les Camerounaises vont reconnaître, comme le coquille, qui n'ont pas forcément tous les groupes alimentaires présents. En ce moment, qu'est-ce que tu fais? Tu essayes de respecter toujours ça en apportant un groupe alimentaire extérieur. Par exemple, ce que j'aime faire souvent quand je prépare le coquille, c'est de faire un peu comme un sauté de légumes, carottes, haricots verts et consorts. Et puis, je mets dans un bol pour me servir en même temps le coquille. Le coquille, c'est la protéine. Le coquille, protéines et lipides. Et puis, l'accompagnement du coquille, c'est le féculent, le glucide. Et j'ai mon petit sauté de légumes que j'ai fait. Donc, soit tu peux sauter les épinards, soit tu peux faire salade vapeur, tu fais cuire vapeur, après tu mets vinaigre et consorts pour ta sauce vinaigrette saine que tu as fait. Soit tu peux faire une salade normale pour ajouter ce côté fibre. Soit tu peux prendre des fruits un peu avant. Ça ajoute toujours ces côtés fibres. Des fruits peut-être 15 minutes avant ou bien un peu après ton repas, tu vois, pour compléter. Donc, tu apportes à chaque fois le groupe alimentaire qui est manquant. Merci beaucoup, Maman Marie-Noël. Et merci à notre coach Syriane. Franchement, merci pour tout ce que tu nous verses aujourd'hui. Que Dieu te bénisse abondamment. Tout à l'heure, j'ai ri, j'allais mourir parce que la coach Myriam, elle a posé la même question que je voulais poser par rapport aux coquilles. C'était l'une de mes questions. Mais j'ai encore une question quand même pour toi. Tout à l'heure, tu as parlé, je ne sais pas, excusez le bruit, il y a un peu de bruit chez moi. Tout à l'heure, tu as parlé de de fibromes, de myome et puis j'en passe. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, donner des exemples concrets d'aliments ou alors d'une alimentation ou alors d'un exemple de repas qu'on peut prendre pour, je veux dire quoi, pour combattre ce mal-là. Parce que c'est que les myomes, beaucoup en souffrent, moi, j'en fais partie. Donc, je ne sais pas si tu peux aider, parce que tu as dit que l'alimentation aiderait également. Est-ce que tu peux essayer de donner des exemples concrets dans ce sens, s'il te plaît? OK. Merci. Merci, maman Aristide. Donc, généralement, les les cellules de fibromes, de myome, d'endométriose et toutes les petits troubles génitaux que nous pouvons avoir sont beaucoup nourris par les produits transformés, par les produits chimiques, par tout ce qui n'est pas naturel en fait. Donc, c'est tout ce qui n'est pas naturel vient un peu comme aggraver l'inflammation. Généralement, une minute s'il vous plaît. Excusez-moi. Donc, généralement, pour tout être humain, ce serait bien d'avoir une alimentation naturelle. Maintenant, pour des personnes qui ont déjà des souffrances, des maladies, ça vient vraiment impacter cette maladie-là et ça fait des douleurs. Vous allez parfois remarquer, même celles qui n'ont pas les myomes ou les fibromes, quand vous allez consommer beaucoup de sucre, surtout les sucres industriels, là, les règles seront un peu plus difficiles, les menstruations seront un peu plus difficiles parce que ce sucre vient créer certaines inflammations qui causent la douleur. Donc, la première chose qu'une personne doit faire dans ce sens, c'est vraiment d'éviter les produits transformés. Et quand on évite les produits transformés, on trouve l'équivalent, on remplace. Par exemple, si tu te dis, je ne vais plus consommer, disons, le lait animal parce que c'est trop sucré ou qu'on soit. Ça veut pas dire qu'au matin, tu ne dois plus prendre ton café. Ça va te créer le stress,
ça va te créer la frustration et finalement, tu vas te retrouver à l'intérieur. Avec quoi est-ce que je remplace cela? Je peux remplacer avec le lait végétal. Et quand je choisis mon lait végétal, je regarde, je lis la liste des ingrédients. Est-ce qu'il y a des produits, est-ce qu'il y a dedans des produits que je ne connais pas? Est-ce qu'il y a déjà acide ceci, acide cela, ou bien certains ingrédients avec les lettres que je ne connais pas? Je mets de côté. Je fabrique mon propre lait à la maison, naturel avec des amandes. Je fais mon lait végétal qui est naturel et je bois. Donc, première des choses, arrêter les produits transformés et remplacer par leur version non transformée. Par exemple, j'aime la pizza, j'aime aller au McDonald's et consorts. Là-bas, ils mettent certains produits chimiques, ils font avec l'huile qui n'est pas bon, l'huile qu'on a fait frire et frire et frire et frire. Moi, je fais pour moi à la maison, je fais ma pizza à la maison, tu vois. Et puis, là, c'est une pizza saine. Tu remplaces la pizza du dehors avec une bonne pizza saine. Maintenant, quand tu souffres, tu dois aller encore un peu plus loin. Il y a par exemple le gluten. Le gluten qui se trouve dans les farines, comme dans les aliments comme le blé, ça peut ne pas déranger certaines personnes, mais pour une personne qui a déjà cette maladie, ça peut être un problème. Donc tu vois, il faut aller encore un peu plus loin. À ce moment, tu dois peut-être enlever le blé. Et pour enlever le blé, il faut que tu observes. Est-ce que quand je mange le blé, est-ce que je me rends compte que j'ai plus de douleur ce mois, j'ai plus de fatigue, ou comment est-ce que mon corps réagit face au blé? Je dois enlever le blé, ça signifie quoi? Peut-être je vais enlever le pain. Le pain complet, que ce soit pain complet, pain blanc, tout ce qui est fait à base de blé. Oh, comment je fais? Je mange plus le pain? Non. Je passe sur YouTube, je regarde comment est-ce qu'on fabrique le pain à la maison. Quelles sont les farines qui n'ont pas le gluten? Il y a la farine de sarrasin, la farine de riz, la farine d'amande et consorts. Il y a plein. Je prends ces farines à la maison, je fabrique mon propre pain, baguette et consorts. Je mange. À chaque fois, il y a le lactose, les produits laitiers. Oh, waouh, les produits laitiers. Je n'arrive pas, le lactose, ça me dérange parce que j'ai l'endométriose ou bien les fibromes. Est-ce que ça veut dire que j'arrête le yaourt? Est-ce que ça veut dire que j'arrête le fromage et consorts? Non. Ça veut dire que je recherche ceux qui n'ont pas de lactose. Peut-être, actuellement, par exemple, moi, j'ai découvert un yaourt végétal. J'en raffole parce que ça faisait longtemps, ils prenaient plus les yaourts. Je cherchais, je continuais à chercher. Si je ne trouve pas, ce que je ne trouve pas dans les supermarchés, j'essaie de fabriquer moi-même. Je suis déjà dans les recherches des glaces parce que l'année passée, les glaces et moi, on n'a pas pu bien se séparer. Je savais que ça me dérangeait, mais voilà, je ne pourrais pas rester. Mais je me suis dit, cette année, il faudrait qu'en été, je fabrique mes propres glaces. Donc, je suis chaque jour sur YouTube en train de dire comment fabriquer les glaces saines sans les sucres raffinés et consorts, juste avec les produits naturels. Et voilà ce que tu fais pour pouvoir apaiser tes douleurs. Super, merci coach, merci. Pouvez-vous nous conseiller un petit déjeuner équilibré matin en Afrique, matin, midi et le soir en Afrique? Ok, je vois, c'est Infinix, il n'y a pas de nom, qui a posé cette question. Quand j'ai souvent cette question-là, j'aime bien répondre par, je n'aime pas donner les recettes dans ce sens. Te dire, OK, voici la liste des petits déjeuners, voici la liste des déjeuners, voici la liste des dîners. Parce que ce que moi j'aime, c'est pas ce que toi tu aimes. Je vais aller sur, maman, qu'est-ce que toi tu aimes? Qu'est-ce que toi tu as l'habitude de manger le matin? Comment est-ce que tu fais le matin? Qu'est-ce que tu as l'habitude de manger à midi? Qu'est-ce que tu as l'habitude de manger le soir? OK. Dans ce que tu as l'habitude de manger le matin, ça n'est pas bon. On va l'enlever et on va remplacer par ça qui est bon. Ou bien, tes proportions, ta façon de prendre, tu prends une longue baguette de pain, c'est pas bon. On va diminuer demi-baguette avec les omelettes. Tu prends les omelettes juste comme ça. On va ajouter plein de légumes à l'intérieur. Bref, le petit déjeuner idéal pour toi, c'est petit déjeuner que tu as l'habitude de prendre en version saine. Le déjeuner idéal pour toi, c'est le déjeuner que tu as l'habitude de prendre en version saine et En minceur. version saine. Le dîner, c'est le dîner que tu as l'habitude de prendre en version saine. On peut transformer tout en version saine. On peut revisiter toutes nos recettes. On peut revisiter tout. En fait, il n'y a rien forcément, à part si ce soit vraiment quelque chose je suis allergique à un aliment. Si c'est que tu es allergique, c'est normal, tu ne dois pas prendre. Mais si c'est un repas que tu aimes, tu dois trouver sa version saine. Comment est-ce qu'on fait sa version saine? Et c'est sur la base de ça que tu peux vraiment avoir une vie de plaisir. Parce que si tu es Mhm. seulement en train de copier une recette, tu vas copier un mois, tu vas copier 2 mois après, basta, tu vas revenir forcément
à ton tu vas trouver les excuses, tu vas dire, ah, ça me donne, j'aimais le pain tartiné, quand je dois faire les omelettes avec des trucs, bref, tu vas Mhm. trouver toujours des raisons pour ne pas faire ce que tu es censé faire. Donc, voilà la réponse que je peux avoir à cette question. Merci beaucoup de me donner la parole et merci beaucoup pour ton partage. Ce que j'aimerais savoir, euh, moi j'ai de l'allergie au pollen. Et est-ce que tu aurais des conseils pour nous? Je suis sûre que je ne suis pas aussi la seule dans cette période parce que ça a déjà commencé. Mhm. Ouais, Merci beaucoup pour la merci. question. L'allergie à quoi? Je n'ai pas suivi. L'allergie Pollen. pollen, oui, L'allergie pollen. Mhm. oui. Et qu'est-ce que tu peux faire? Qu'est-ce que je peux te conseiller? Mhm. Pour être honnête, j'ai pas vraiment déjà regardé par rapport à ça. Qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que déjà, je crois que c'est pas un aliment, c'est par rapport à la saison, n'est-ce pas? Oui, en fait, ce sont à partir de février jusqu'à mai et il y a certaines personnes même qui continuent jusqu'en juillet. Ce sont les fleurs qui se poussent, les arbres Mhm. qui poussent et donnent des fleurs et ça se mélange avec l'air et souvent ça apporte comment on appelle ça, le rhinite. Mhm. C'est-à-dire le nez coule, tu éternues la, la plupart du temps et ça ne cesse pas. C'est le rhume continu. Ça peut amener aussi La sinusite. sinusite. Ja, genau. Yeah. Et ce qu'il J'ai cette conseille question. généralement, c'est de De laver se les laver. draps, de laver les cheveux. C'est, oui, de prendre les antihistaminiques. Ouais. Et souvent aussi le cortison. Mais bon, en fait, c'est la curation, quoi. Ok? Qu'est-ce qu'il faut, comment aider le corps à traverser cette période-là sans ne Mm. pas être malade. Donc déjà, comme j'ai dit, j'ai pas vraiment fait les recherches spécifiques à ça, Mhm, mais de façon globale. mhm, Pour que le corps soit préparé à faire face à toutes les attaques, il faudrait avoir un bon mode de vie sain. Il faudrait pouvoir donner suffisamment de nutriments à ton organisme. Est-ce que ton corps a les protéines qu'il faut, les glucides qu'il faut, les lipides qu'il faut, les vitamines et minéraux qu'il faut? Ça passe par une alimentation équilibrée et variée. Là, tu donnes déjà une première base à ton organisme. Maintenant, peut-être tu pourras accompagner à ça des tisanes chaudes chaque fois et aussi peut-être certaines tisanes contre la grippe, contre le rhume et consorts, déjà pour préparer ton corps en avance. Et voilà, peut-être ça pourra aider. Mais sinon, j'ai pas vraiment déjà fait mhm. des recherches spécifiques par rapport à ça. Oui. Est-ce que tu as le nom Merci. de tisane, par exemple, chaude? Je Euh, propose à ce moment, je vais vous interrompre, je propose à Oui. ce moment que la coach écrive cela dans le chat le soir ou même dans le groupe WhatsApp. Vous pourriez vous contacter juste pour que nous ayons l'occasion d'écouter la question de Fallon avant de clôturer. Excuse-moi, maman Liliane, mais Mhm. elle va te donner les réponses après. Coach, tu Tout es à d'accord? fait. super, Oui, super. Merci beaucoup. super. Ok, merci beaucoup, maman Marie-Noël, de me donner la parole et merci beaucoup, coach Cyriane, pour ta présentation. J'ai une première question. Étant camerounaise aussi, est-ce qu'il y a une version variée, une version saine pour le coq ou bien le coq à la base, ce n'est même pas si on prépare aussi très bien ce repas-là, après on peut aussi le manger sans souci. Et la deuxième question, si on est peut-être en train de faire les pâtisseries, avec quoi on peut remplacer le sucre, par exemple? Euh, pour le coq, la question que je vais te poser, l'exercice qu'on va faire ensemble, qu'est-ce que tu mets dans ton au coq? L'arachide, l'huile de palme, les noix, l'huile de noix et le coq en lui-même en fait. Et bon, moi j'aime le coq sucré. Je mets Le pas coq trop de viande. et le sucre. L'arachide, la pâte d'arachide, l'huile de noix, oui. Mhm.
Oui. Mhm. Et quoi encore? Et après, tu manges avec quoi? Un complément, le manioc ou bien le bobolo. Voilà. Donc, on va essayer d'identifier les groupes alimentaires. Est-ce qu'il y a les légumes dans ton okok? L'oncoque lui-même, les feuilles. Exactement. C'est la plus grosse difficulté qu'une personne peut avoir le légume pour que ce soit la moitié du repas. Et maintenant, est-ce que tu as les féculents? Est-ce que tu as les glucides? Oui, le manioc et Est-ce que tu as les lipides? l'huile, les noix, Mhm. Est-ce que le tu as jus les de noix. protéines? Les protéines, non. Si, ça se retrouve dans les arachides. Dans les arachides. Ah, ok. Bien. La seule chose qui te reste à faire, c'est de bien composer les différentes proportions afin Ah, que ça te donne une version saine, c'est tout. ok. Merci. Je t'en prie. Et pour quand on fait les pâtisseries, avec quoi on peut remplacer du sucre, s'il te Avec plaît? les fruits, avec la banane, Avec la avec banane. la pomme, tous les fruits sucrés, la date. Ok. Est-ce que si on remplace aussi avec du stevia, est-ce que là aussi c'est sain? À la longue, si on consomme du stevia, c'est sain ou bien? Bon, il n'y a pas de problème avec le stevia, il n'y a pas de problème avec le stevia, mais parce que, voilà, pour une personne qui veut perdre le poids, il n'y a pas de problème. C'est pas calorique et qu'on sort. Mais ce que j'aime souvent dire aux femmes que j'accompagne, c'est d'essayer de faire ça. Pourquoi? Parce que ça te garde addict à ce goût sucré-là. Pourtant, tu pourrais bien, finalement, ne plus tant aimer le sucre que ça si tu essayais de faire ça. D'accord, merci beaucoup.